Aujourd'hui, la randonnée est un sport de masse. On a des montres GPS, des sacs à dos ultra légers et des vestes techniques dernier cri. On cherche la performance, le dénivelé ou simplement la déconnexion. Mais si on remonte le temps, il y avait un homme qui voyait les choses autrement. Un marcheur, un rêveur. Il ne marchait pas pour la performance, il marchait pour devenir la montagne. Cet homme, c'est John Muir. Et sans lui, vous ne seriez probablement pas en train de regarder cette vidéo de trek aujourd'hui. Il aurait pu être millionnaire, il a choisi d'être vagabond. Nous sommes en 1867. John Muir n'est pas encore le barbu légendaire des grands espaces. C'est un génie de la mécanique, un vrai géotrouve-tout. Sa création la plus folle, une machine à se réveiller. Imaginez, un lit relié à une horloge géante qui, à l'heure pile, déclenche un mécanisme pour faire basculer le matelas à la verticale et le jeter littéralement par terre. Un soir, dans une usine en Indiana, un outil glisse, sa main dérape, une pointe en acier lui perfore l'œil droit. Par sympathie nerveuse, il perd aussi la vue de l'œil gauche, noir total. Pendant un mois, John reste cloué au lit dans une chambre sombre. Il pense qu'il restera aveugle pour toujours. C'est là, dans ce noir absolu, qu'il prend une décision radicale. Si jamais je retrouve la vue, je dirai adieu aux inventions mécaniques pour me consacrer entièrement aux inventions de la nature. Le miracle arrive, il guérit. Et Muir tient sa promesse. Il sort de l'usine, il tourne le dos à la ville et il commence à marcher. Il ne fait pas les choses à moitié. Il trace une ligne droite sur une carte et parcourt 1600 km. D'Indianapolis jusqu'au golfe du Mexique. Son équipement ? Un petit sac, un carnet de notes et une miche de pain sec. Il dort à la belle étoile, traverse des marécages, attrape le paludisme, mais il est libre. Il appelle ça sa cure de nature. Il comprend alors une chose fondamentale. L'homme ne fait pas partie de la nature, l'homme est la nature. En 1868, Muir arrive en Californie. Et là, il découvre sa terre promise, la Sierra Nevada, le Yosemite. Pour lui, ce n'est pas juste un paysage, c'est une cathédrale de granit. Il passe ses étés à garder des moutons pour pouvoir rester en altitude. Il observe les fleurs, les roches, les arbres. Il développe une théorie révolutionnaire pour l'époque. Yosemite serait une ancienne auge glaciaire. Ce sont les glaciers qui ont sculpté ces vallées immenses. Les scientifiques se moquent de lui, il s'en fiche. Il passe son temps à grimper là où personne ne va. Il le prouve en tombant en bris de ses promenades sur un glacier vivant, tout petit, mais vivant. John Muir obtient enfin la reconnaissance de la communauté scientifique. D'ailleurs, avant qu'on continue sur la folle histoire de Muir, je suis curieux. Est-ce qu'il y a un endroit, un sentier ou un sommet qui a été un déclic pour vous ? Un lieu où vous vous êtes dit « c'est là que je veux être ». Dites-le moi en commentaire, je lis tout et ça m'intéresse de savoir où bat votre cœur de marcheur. Il y a une histoire qui résume parfaitement qui était John Muir. En décembre 1874, une tempête monstrueuse s'abat sur la vallée de la Yuba. Alors que tout le monde se cache, Muir lui fait l'inverse. Il veut ressentir la puissance du vent. Il repère un sapin de 30 mètres de haut et il grimpe tout en haut. Pendant des heures, il reste accroché à la cime de l'arbre qui est aussi violemment dans le ciel. Il est fou de joie, il ne regarde pas la tempête, il la traverse. Il écrit plus tard que les arbres sont les meilleurs interprètes du vent et qu'il voulait entendre leur musique. Mais l'aventure la plus marquante de sa vie se déroule en août 1880. Sur le glacier Taylor en Alaska, Muir est suivi par Stickin, un petit chien noir distant et silencieux qu'il décrit comme aussi froid qu'un glaçon. Perdu dans un labyrinthe de crevasses sous un orage glacial, ils se retrouvent face à un gouffre. Leur seule issue, un pont de glace naturel. Une lame effilée de quelques centimètres de large suspendue au-dessus d'un abîme sans fond. Muir passe en premier, à califourchon, taillant des encoches à la hache. Mais de l'autre côté, Stickin s'arrête. Il regarde le vide, et pour la première fois, le petit chien silencieux se met à hurler. Un cri de terreur pur, presque humain. Pendant 20 minutes, Muir l'appelle, le supplie, lui explique que c'est le seul chemin. Finalement, Stickin s'élance, il glisse, se rétablit, ses griffes crissent sur la glace vive et il saute. Une fois sur la terre ferme, le chien explose de bonheur. Il entre dans une transe de joie absolue, il court en cercle, saute sur Muir, hurle au ciel. Ce jour-là, Muir a écrit qu'il avait vu à travers les yeux du chien. Il a compris que nous ne sommes pas les seuls à avoir une âme complexe, capable de peur et d'extase. Stickin n'a plus jamais été un chien distant. Ils étaient devenus frères d'armes, liés par le vide. Mais John n'est pas qu'un contemplatif. Il voit la nature se faire détruire par l'exploitation forestière et le bétail. Il fonde le Sierra Club et commence à écrire des articles pour défendre la nature intacte. Il faut qu'il reste de façon accessible de grandes étendues de nature vierge pour que l'homme vienne se ressourcer. En 1903, le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, demande à Muir de lui faire découvrir le Yosemite. John accepte à une condition, qu'il parte seul, sans escorte, pour camper à la belle étoile. Imaginez, le vieux barbu est l'homme le plus puissant du monde, discutant écologie autour du feu. Résultat,
Roosevelt est conquis. Il place le Yosemite sous protection fédérale. Le concept de parc national est né. Aujourd'hui, quand on part sur l'Exatrek ou sur n'importe quel sentier, on suit ses pas. Muir détestait le mot randonnée. Il préférait flâner. Pour lui, la marche n'est pas un moyen d'aller à un point A à un point B. C'était un moyen de laisser la montagne nous envahir. Sur l'Exatrek, dans les moments de doute ou de fatigue, on se souvient de lui. On arrête de regarder sa montre et on regarde l'arbre. John Muir était un préservationniste. Il nous a appris que la nature sauvage n'est pas un luxe, mais une nécessité pour l'âme humaine. Alors la prochaine fois que vous lacez vos chaussures, ne cherchez pas seulement le sommet, cherchez la tempête, cherchez le silence, cherchez la vie. Souvenez-vous de sa phrase préférée. Les montagnes m'appellent et je dois y aller. Et vous, quel est l'endroit sauvage qui vous appelle en ce moment? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de trek et surtout, sortez de chez vous. À très vite sur les sentiers.